Et vous l'avez compris, nous sommes dans l'instant débat et avec les débatteurs en studio ce soir. Joël Toubé, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Avala. Bonsoir à toutes et à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice, et bonsoir à tous. Un invité dans ce studio, comme je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, Emmanuel Samson, il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants vacataires du Bénin. Il s'agit bien entendu du Cinevab en abrégé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrice Avala. Alors, on le disait tout à l'heure, les enseignants vacataires sont dans une situation que nous n'allons pas décrire. Il appartient donc à vous, secrétaire général de ce mouvement syndical qui lutte pour les meilleures conditions de vie et de travail de cette catégorie d'enseignants, de nous en parler ce soir sur ce plateau. Un nouvel arrêté ministériel ou interministériel portant réglementation de la vacation dans les établissements publics des enseignements secondaires général technique et de la formation professionnelle, signé des ministres de l'enseignement secondaire, des finances et du travail. C'était le 26 octobre dernier. Et déjà, le vendredi dernier, cet arrêté a été suspendu. Monsieur Samson Emmanuel, parlez-nous de cet arrêté interministériel et des conditions d'application de cet arrêté pris au début de cette année scolaire 2018-2019. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je voudrais, avant tout propos, avoir une petite compassion à nos chers camarades qui, jusque-là, croupissent sous le poids de la misère, parce que, ayant perçu depuis plusieurs mois, et à leur petite famille, toute ma compassion, et ça ira. Je reviens sur votre question. L'arrêté 134 querellé, et qui finalement, malgré que l'accouchement n'ait pas été facile, l'arrêté nous est parvenu, et sans être appliqué, 2 semaines seulement après, nous avions appris que cet arrêté a été suspendu. Et nous avions essayé de voir les personnes concernées, nous avions essayé d'avoir les informations officielles et c'est une réalité. Cet arrêté a été réellement suspendu sans qu'une note ne soit envoyée officiellement pour notifier cela. Et les raisons qui nous sont données ne sont rien d'autre que les problèmes d'éclaircissement au niveau des différents diplômes à considérer pour le paiement. Je ne sais pas, depuis plus d'1 an qu'on est en train de réclamer un arrêté qui doit régir le système de vacation. Et depuis plus d'1 an, un nouvel arrêté maintenant est finalement signé par 3 différents ministres. Et il a fallu 2 semaines seulement sans que cet arrêté ne soit appliqué une seule fois pour un seul mois. Et il se pose des problèmes jusqu'à ce qu'on aille maintenant à sa suspension. Je pense que, comme l'ont dit plusieurs fois les débatteurs ici, le pays souffre. Et vraiment, nous ne saurions dire réellement le problème que notre pays a. Monsieur le journaliste, oui, voilà. Monsieur Samson Emmanuel, vous avez parlé de cet arrêté 134. Qu'est-ce que dit l'arrêté concrètement pour les conditions de paiement des enseignants vacataires au titre de cette année scolaire 2018-2019? Au fait, c'est cet arrêté qui régit tout ce qui concerne la vacation. Et plus, c'est les montants, les conditions qui sont fixées qui permettent également de payer les heures supplémentaires aux enseignants qui sont déjà agents de l'État. Et cet arrêté, notamment en son article 20, nous dit que les enseignants vacataires sont payés au prorata des heures exécutées et que ceux qui ont le CAPES, le master, sont payés à 2500. Ceux qui ont le BAPES et la maîtrise des ETS, licence professionnelle DIT, sont à 1800. Et ceux qui ont la licence BTS pour les professionnels, ces personnes sont toujours restées au taux initial de 1500. Et le problème qui se pose, c'est d'abord le problème de diplôme. Il y a que des personnes ont des diplômes. Et sur ces diplômes, c'est mentionné diplôme ou bien licence professionnelle. Mais dans les CEG, il n'y a que ces administratifs qui disent non, que ce n'est pas des gens qui ont fait des disciplines d'enseignement. Malgré que cela soit bien mentionné, licence professionnelle, qu'on ne peut pas leur payer, en tout cas mentionné sur les États, 1800 francs. Il y en a qui ont fait également le master et qui ne sont pas peut-être des diplômes ou bien qui proviennent des disciplines d'enseignement. Et
ces problèmes également se posent aussi à leur niveau. Mais pour un arrêté interministériel qui a parcouru des cadres avant que ça ne soit élaboré, il faudrait éclaircir tous ces différents paramètres, puisque nous avons des cadres. Des gens sont payés pour ces travaux. Et nous ne comprenons pas qu'un arrêté soit finalisé et qu'après maintenant, que c'est à cause de ces querelles, à cause de ces zones d'ombre qu'on suspende. On pouvait même prendre une note de service pour accompagner cet arrêté, pour pouvoir lever l'équivoque. Et qu'on aille maintenant à sa suspension. Et les décisions sont données maintenant depuis le vendredi dernier, afin que les États soient repris sur l'ancien arrêté. Alors qu'il n'y a pas une note officielle qui suspende cet arrêté. Puisque c'est bien mentionné que cet arrêté qui est signé prend effet à partir de sa date de signature. Non, maintenant, même la date a été rétroactive, puisque c'est à appliquer depuis le 17 septembre, le jour de la rentrée. Oui. Et cela abroge tout arrêté antérieur. On n'a pas une note de service actuellement qui abroge cet arrêté 134. Et maintenant, on demande que les États soient faits sur le taux de 1500, comme c'était depuis sur l'arrêté de 2003, il y a 15 ans. À la prise de cet arrêté, M. Samson et Menon, les enseignants vacataires, quelles ont été leurs conditions dans les lycées et collèges? Et vous saviez, puisque c'est un arrêté que nous avions entre-temps assisté à son élaboration, il y a des coquilles, il y a des choses que nous avions entre-temps soulevées qui, en partie, a été prise en compte. Mais il y a des choses que nous avions soulevées qui n'ont pas été prises en compte. Qui sont restées telles. Et voilà les conséquences. Et à la publication de cet arrêté, vous savez, en matière de lutte syndicale, il faut tout au moins, même quand vous avez un seul acquis sur 1000, il faut au moins se réjouir de cela. Puisque c'est depuis 2003 qu'un arrêté existait. Donc depuis plus de 15 ans, il n'y a plus amélioration des conditions. Et du coup, quand cet arrêté a été signé, on avait poussé un ouf de soulagement. Parce qu'il y a en tout cas des points, des articles qui ne sont pas des moindres dans cet arrêté. Et du coup, ceux qui par exemple ont vu que tout le monde était à 1500, ceux qui ont le CAPES, ceux qui ont le master, qui doivent percevoir 2500, c'est la joie. Ceux qui ont le BAPES, la maîtrise, qui étaient tous à 1500 et qui désormais devraient être payés à 1800, c'est une joie, puisque ça a été obtenu après des luttes. Après des luttes, des gens ont sacrifié les heures de vacation. On a fermé les écoles pendant plus de 2 mois pour réclamer que ces conditions soient améliorées. Et du coup, quand cela a été une réalité, ça a été une joie. Mais de l'autre côté, ceux qui ont la licence et qui sont toujours restés à 1500 n'ont pas accueilli ça favorablement. Et c'est normal, puisque après une lutte, ce n'est pas une partie qui doit bénéficier, tout le monde doit bénéficier. Pourquoi depuis 2003, on fixe 1500 et en 2018 maintenant, on fait avancer certaines personnes et les autres non? Nous tous, nous sommes dans le même système. Ce n'est pas pour dire que l'État a mal fait. Ce n'est pas aussi pour dire à ceux qui ont la licence de ne pas étudier pour avoir plus. Mais nous enseignons aux mêmes apprenants. Nous achetons dans le même marché. Du coup, on ne peut pas accepter que d'autres personnes connaissent une amélioration et que d'autres personnes restent encore sur le point de départ. Maintenant, tout le monde est remis sur un même point d'égalité. Tout le monde est encore revenu sur le point de départ à cause de ce que je dirais de l'incompétence en griffe de nos cadres. Puisqu'on ne devrait pas encore revenir sur ces différentes situations. Un arrêté interministériel qui a fait des mois. On a fini l'élaboration, en tout cas les travaux par rapport à cet arrêté, depuis le mois de décembre 2017. On faisait partie de la commission. Il y a des points qu'on avait proposés. Ces montants qui sont dans l'arrêté 134 maintenant, ne sont pas les montants qu'on avait fixés dans la commission. Il faut le reconnaître. Vous avez fait des propositions plus grandes que ça. On a fait des propositions. On avait entre-temps proposé 2500 pour ceux qui ont le CAPES, ceux qui ont BAPES, maîtrise, on avait proposé 2000. Et ceux qui ont la licence, on avait proposé 1800. Au moins pour que tout le monde connaisse l'évolution. Mais à notre grande surprise, c'était lors de la
rencontre entre le ministre d'État et les confédérations à la veille de la rentrée que ça a été annoncé et médiatisé, que les conditions des enseignants vacataires seront revues et que les nouveaux taux horaires seront appliqués. C'était avant le 17 septembre. Et il a fallu le 26 octobre pour que cet arrêté soit signé. Et nous savons les courses que nous avions à mener pour que cet arrêté soit finalement signé. Parce que du 17 septembre, où la rentrée a eu lieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun enseignant vacataire n'a perçu un copec. Et ceux-là sont appelés à aller en classe, à donner des cours aux apprenants. Imaginez les conditions dans lesquelles ces personnes vivent. On va y revenir tout à l'heure. Alphonse Moïse Soudé, voilà les conditions des enseignants vacataires dans nos lycées et collèges aujourd'hui. Vous savez, ce qui embête un peu dans ce dossier, c'est que le système éducatif doit être au cœur du plan de développement de notre pays. Et ceux qui s'occupent de ce système doivent pouvoir former de bons citoyens. Et quand vous êtes enseignant et que vous n'êtes pas vous ne vivez pas dans de bonnes conditions de travail, conditions existentielles, cela se ressent en situation de classe. Parce qu'un enseignant qui n'a pas les moyens de se nourrir, un enseignant qui n'a pas les moyens de se documenter, il ne peut pas former des apprenants. Et je me dis, mais pourquoi joue-t-on avec le destin des enseignants? Pourquoi prend-on des décisions et quelques instants après, on rapporte les décisions? N'y a-t-il pas dans ces différents ministères des cadres de conception, des gens qui sont payés pour réfléchir, pour que nous évitions? Parce que dans ce ministère de l'enseignement secondaire, on a déjà remarqué qu'il y a plusieurs fois rétropédalage. On prend la décision, après on se rend compte que ces décisions ne sont pas applicables. Bon, moi, j'aurais souhaité quand même que c'est un enseignant qui dirige le ministère. Avant de prendre des décisions, avant de prendre des arrêtés interministériels, vous avez des cadres. Les directions techniques sont occupées par des spécialistes que l'on essaie. Et entre-temps, on nous a dit qu'il y a au palais, je crois, une cellule qui est chargée de revoir ces courriers-là avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Mais ce n'est pas possible. Moi, je me dis qu'on joue avec la vie des enseignants. Veut-on autoriser les enseignants à continuer à former les enfants au rabais? Veut-on autoriser les enseignants à ne pas suivre les curricula de formation au niveau du système éducatif? Parce que si vous voulez un système éducatif performant, un système éducatif susceptible de former des enseignants, de bons citoyens, il faudrait que le formateur lui-même soit dans de bonnes conditions. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Et vous savez très bien que les enseignants, c'est des personnes qui n'aiment pas jouer avec le salaire. Ils n'aiment pas jouer avec leurs sous. Et on est en train, sachant très bien que, bon, l'arme de la grève a été désamorcée. Désormais, il ne peut plus y avoir grève. Donc, on peut faire des enseignants ce que l'on veut. On peut, en moins de, peut-être de 2 mois, prendre autant d'arrêtés, les uns annulant les autres. Qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je voudrais que le chef de l'État, quand même, prenne ses responsabilités. Parce que ce ne sont pas les ministres qui ont été élus. Nous avons élu le président Patrice Talon pour aider le Bénin à évoluer. Mais s'il y a des actes qu'on doit poser et empêcher le chef de l'État de mettre en pratique sa vision, il y a problème. Parce que moi, je suis un peu embêté que chaque fois, on dise on a pris un arrêté interministériel, après on dit on a rapporté, après on a suspendu. On a suspendu, on ne dit plus rien, on veut retourner. Pourquoi ne voulait-on pas appliquer l'autre arrêté? Et maintenant, on se rend compte qu'il faut retourner. Il y a quand même des règles administratives. Quand vous prenez un arrêté, vous l'abrogez, et vous dites cela annule toute disposition antérieure. Maintenant, si vous suspendez et que vous demandez aux gens de retourner à l'autre, c'est qu'il y a problème. Donc je voudrais que les uns et les autres se disent le Bénin nous appartient à tous. Nous avons délégué le pouvoir à quelqu'un de nous diriger qui à son tour a choisi des personnes compétentes pour l'aider à
a réussi dans sa mission, celle d'aider le Bénin à prendre son envol. Mais malheureusement, ce que nous constatons ne nous encourage pas. Joël Togbé, voilà les conditions dans lesquelles les enseignants vacataires exécutent leur mission dans nos établissements 15 ans après un arrêté qui les mettait à 1500 francs, tout le monde sur le même point d'égalité. Le 26 octobre dernier, un autre arrêté a été signé et 2 semaines environ plus tard suspendu. Voilà les explications du secrétaire général. Alors, l'un des mouvements syndicaux qui luttent pour les meilleures conditions de vie et de travail de cette catégorie d'enseignants. Moi, je pense que déjà même d'entrée, je voudrais quand même avoir une pensée aussi pour ces enseignants parce que vous et moi, nous ne pourrions pas être assis dans ce studio exerçant cette profession aussi noble, le journalisme, sans pour autant avoir pris par les mains des enseignants qui sont des personnes qui transmettent le savoir. Et donc, c'est pour dire que c'est un métier. Nous parlons là donc d'un métier assez noble. Et j'ai dit, quand vous voyez un peu dans tous les pays du monde, en réalité, dans l'idéal, on ne va pas à l'enseignement parce qu'on est à la recherche donc d'une puissance d'une journée. On va dans l'enseignement parce qu'on a une vision, parce qu'on a été formé pour le job, parce qu'on a une vocation pour pouvoir former et transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être à toute une génération, à des générations donc entières. Donc c'est un métier assez noble, il faut pouvoir le reconnaître. Et je note aussi que cette lueur de joie s'est rapidement estompée juste parce que je parlerai en d'autres circonstances de sevrage. Mais voilà que l'arrêté qui a été pris, l'arrêté interministériel qui a été pris, qui devrait consacrer le paiement, une hausse des prix à ces vacataires-là, n'a même pas été appliqué. Donc, je me retiens de dire que ces enseignants vacataires ont été sevrés parce que même déjà un arrêté qui aurait un effet rétroactif n'a même pas été appliqué et on parle donc de son abrogation, bien on l'a rapporté. Donc, je pense que c'est un problème, nous sommes confrontés à un problème, à la fois un problème de conception dans la prise donc de l'arrêté. C'est de cette façon que je conçois la situation. J'imagine, et n'oubliez pas aussi les circonstances dans lesquelles on a été obligé peut-être de signer un tel arrêté. Il l'a su, il l'a rappelé, nous étions donc en pleine crise. Il y avait une fronde sociale qui avait non seulement embarqué les ACE, les permanents de l'État et les vacataires qui ont dû donc bouder, vider donc les classes pour réclamer également leurs droits. Donc, quand vous regardez un peu le contexte social dans lequel nous nous trouvions, peut-être que le gouvernement a été certainement obligé, pour une action de communication, pour peut-être désamorcer la bombe sociale qui s'apprête donc à s'éclater, a été obligé de concevoir un arrêté signé de 3 ministres pour calmer les nerfs donc de nos amis enseignants vacataires qui devenaient de plus en plus tendres. Donc, ça peut être également ça. Et peut-être que la décision est également prise en toute précipitation. Et précipitation parce que pourquoi? Rappelez-vous que lorsqu'il y avait des arrêtés au niveau des préfectures, au niveau des ministères et que ça créait donc la polémique, on nous a parlé donc de la création d'une cellule d'analyse donc des avant-projets d'arrêtés des préfets et des ministres parce qu'on ne voulait pas continuer par naviguer donc dans ce que Moïse a rappelé tout à l'heure, donc les rétro-pédalages. Ça voudrait dire que quoi? Avant de prendre un arrêté, cette cellule-là, constituée donc des cadres qui sont rompus à la tâche, cette cellule devrait quand même recevoir et jeter donc un coup d'œil sur les arrêtés pour voir est-ce que quand on prendrait un tel arrêté ministériel ou interministériel, est-ce que dans l'application, est-ce que ça pourrait être possible? Ce travail-là devrait se faire en amont, avant donc que les ministres, les 3 ministres là de la fonction publique, de l'enseignement secondaire et des finances, voilà, que ces 3 ministres là posent leur signature sur l'arrêté et qu'on vienne maintenant annoncer la bonne nouvelle aux enseignants. Mais si ce travail-là, visiblement, si on en arrive aujourd'hui à rapporter la décision, ça veut dire qu'il y a des fissures, il y a des problèmes dans la conception même et l'étude de faisabilité de cet arrêté-là. C'est de cette façon que j'analyse la situation.
Et le gouvernement, se trouvant donc dos au mur, voulant peut-être désamorcer une bombe, a dû donc précipiter les choses, ou ça a été fait peut-être à dessein, pour désamorcer la bombe. La preuve, lorsqu'on a signé l'arrêté, lui-même il a dit, les anciens vacataires qui ont vu que de 1500, on est passé à 2500. Je m'amusais depuis hier que j'ai lu l'information donc dans la presse, je m'amusais pour dire, mais un enseignant qui, 15 ans durant, depuis 2003, encore que je voudrais dire, cette stagnation-là est anormale. 15 ans durant, vous mettez une profession au statu quo en termes de paiement, c'est anormal parce qu'en 2003... Avant, les gens étaient payés à moins de 1500 avant 2003. Oui, mais si on a fait un effort, il faut continuer par améliorer donc les niveaux de vie, le niveau de vie de nos enseignants. Parce qu'il n'y a pas de performance scolaire sans un personnel d'encadrement assez formé, assez motivé à la tâche. Donc je trouve déjà que c'est anormal cette stagnation-là avec 1500 francs durant 15 ans. Je trouve que c'est anormal. Donc je m'amusais, je disais, mais un ami m'a écouté, un enseignant qui a la prise de ce arrêté a trouvé peut-être une tontine. Vous savez que au Bénin, c'est une façon, c'est la méthode la plus facile d'épargner. Donc je disais, mais le 31 octobre, c'est la journée mondiale de l'épargne. Un enseignant qui trouve que désormais, j'aurai une augmentation de 1500 francs, de 1000 francs. De 1500 francs, on est passé à 2500 francs, donc 2000 francs. Il pourrait se dire, mais bon, pour des projets futurs, je rentre dans une tontine et je commence par épargner les 1000 francs. Je considère que moi et ma petite famille, on peut continuer par vivre avec les 1500 francs, histoire d'épargner un peu pour les études, peut-être pour un terrain. Vous savez, nous sommes dans la sociétale, donc dans notre pays, le Bénin. Donc, cet enseignant qui rentre dans une tontine, à l'annonce de l'abrogation de cet arrêté, j'imagine son état d'âme, j'imagine un peu les contraintes qu'il doit subir, ainsi de suite. C'était un peu la parenthèse non pourrie. Pour revenir, pour faire sérieux, je pense qu'il y a un problème de conception qu'il faut certainement régler. Il y a un problème déjà même au niveau donc de la prise de l'arrêté, et que peut-être plus loin, nos chers amis enseignants vacataires ont été un peu somnolents. Ils ont trop cru en cette bonne nouvelle de l'évangile, selon laquelle on devait donc leur offrir de nouvelles conditions de travail avec cette augmentation des prix, parce que depuis la prise de l'arrêté, certes, vous n'avez pas eu accès, mais nous, par exemple, de hommes des médias, on n'a pas vu ces enseignants vacataires rougir pour dire, ça fait bientôt 2 mois, ça fait 3 mois déjà, qu'on a pris un arrêté, voilà que des gens ne sont même pas encore payés, même si on devait considérer le système ancien, les 1500 francs dont ils parlent, jusqu'à l'heure actuellement, vous n'avez pas reçu un copec. Alors là, je me pose la question, comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous, les anciens vacataires, vous arrivez donc à payer vos loyers, à vous assurer votre déplacement pour aller au cours? Dans quel esprit vous vous trouvez pour aller devant nos jeunes frères, pour enseigner le savoir? Et dans quelles conditions ce savoir-là est transmis? Et avec quelle qualité? Parce que j'imagine mal un enseignant à jeun, un enseignant affamé, contraint de faire des jeûnes durant des mois, contraint de faire donc des carèmes durant des mois, parce que n'ayant pas un seul rond pour aller donc se nourrir. Peut-il faire carême avec sa moto? Bon, je me pose beaucoup de questions et je m'interroge sur les conditions dans lesquelles nos jeunes enfants, nos jeunes frères sont en train donc d'acquérir le savoir. Et donc si vous n'avez pas tempêté depuis, et que peut-être ce qui était anormal, c'est devenu normal et qu'on n'a rien eu, je pense qu'il y a un problème également. Donc à votre niveau, la réactivité qu'on devait espérer, peut-être un moyen de pression sur le gouvernement, vous ne l'avez pas eu. Aujourd'hui, certainement le gouvernement, j'imagine, ce sont des spéculations, j'imagine, peut-être que l'incidence financière que devait générer cet arrêté a été peut-être mesurée, prise en compte. Finalement, le gouvernement a trouvé que bon, si on payait ces gens-là à 2500 francs, on n'a pas les ressources qu'il faut pour continuer, donc pour assumer cette charge-là. Est-ce qu'on avait prévu dans cette loi de finances 2018 qui court qu'on devrait signer un tel arrêté pour appliquer cela? Est-ce que dans le projet de loi qui est actuellement envoyé au Parlement, en tout cas quand j'ai parcouru un peu les lignes que j'ai pu lire jusqu'ici, je n'ai pas encore vu cette ligne budgétaire, par exemple, mentionnée dans cette loi de finances. Donc si le gouvernement estime que avec les recettes qu'il peut faire, il ne peut pas faire face à l'incidence financière,
Ça peut aussi expliquer le fait que le gouvernement puisse décider donc de rapporter la décision. Mais une fois de plus, je pense que c'est une erreur monumentale que d'avoir signé un arrêté, d'offrir de la joie à la bouche et au cœur de nos enseignants, de nos amis enseignants, et que quelques semaines plus tard, on vienne leur dire « vous ne pouvez pas bénéficier des sous ». J'imagine un peu leur état moral, l'effondrement moral dans lequel ils se trouvent actuellement, et je ne peux que dire donc du courage. Secrétaire général du CINEVAB, Samson Emenou, alors, comment le vacataire exécute ses heures aujourd'hui aux côtés de ses collègues qui régulièrement sont payés à la fin du mois parce que eux ne vivent pas les mêmes conditions que l'enseignant vacataire? Exactement. Merci. Je voudrais revenir sur un petit éclaircissement. Et par rapport à la somnolence dont a fait cas M. Joël tout à l'heure, vous ne dormez pas? Non, au fait, depuis le 17 septembre que la rentrée a commencé, les États se font désormais les 25 de chaque mois. Donc, le 25 septembre déjà, le premier État a été arrêté. Et les décomptes ont été faits, puis les États sont envoyés dans les perceptions. Et ces États étant envoyés dans les perceptions, on a eu un retour. Les perceptions ont retourné les États du fait que le Trésor n'a pas donné l'ordre de les recevoir. Et nous avions remonté les informations vers notre ministère pour savoir ce qui se passait. Et c'est de là qu'on nous a informé qu'il y a le nouvel arrêté qui est en train d'être élaboré et qui serait signé et que c'est cela qui serait pris en compte. Donc nous n'étions immédiatement applicable. Immédiatement applicable. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur l'arrêté 134 qui a été signé, il a été demandé que l'application soit effective à partir du 17 septembre. Et ce mois étant fini, l'autre mois ayant commencé, l'arrêté tardait à venir et nous avions dû mettre des pressions pour que cela soit finalement signé le 26 octobre pour que son application soit faite. Et du coup, quand c'est signé, tous les États dans les établissements ont été repris et avec les nouveaux taux qui étaient mentionnés. Et la semaine écoulée où la suspension nous était annoncée, les États étaient en train d'être acheminés déjà dans les perceptions pour que le paiement commence avant que la nouvelle ne tombe sur nous. Maintenant, par rapport aux conditions, vous savez, ne nous cachons pas, ne nous leurrons pas. Les enseignants vacataires font acte de présence dans les écoles. Ça, c'est la vérité. Et les CP, tous ceux qui sont, ou bien tous ceux qui font partie des corps de contrôle et qui doivent visiter, ne peuvent pas mentir. Ils vont voir ces enseignants en situation de classe. Mais tout à l'heure, monsieur Alphonse a dit, tout à l'heure, il y a eu un recadrage des mouvements. Même si les enseignants vacataires ne font pas partie de cette tranche d'enseignants ou bien de cette catégorie d'agents de l'État à qui on doit appliquer cela, puisque nous ne sommes pas des agents permanents ou contractuels de l'État, aucun contrat ne nous lie, on peut nous mettre en grève, on ne peut pas nous dire que c'est 10 jours ou bien que c'est 2 jours par mois. Ça, c'est une réalité. De l'autre côté, la personne qui sait que c'est le peu qu'il fait, qu'il aura, vu tout ce qui se passe, il vaut mieux aller faire de présence et qu'après cela me soit concédé. Donc, c'est malgré eux que les enseignants vont dans les classes. Il y a un censeur dans la semaine passée qui me disait qu'il ne peut pas compter le nombre de fois qu'il a déjà donné un billet de 500 francs à ses enseignants qui finissaient le cours et qui étaient là et qui grattaient la tête avant de rentrer à la maison. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas de carburant dans la moto. Il y a nos camarades qui s'associent pour se déplacer maintenant. S'ils quittent les mêmes zones, ils s'associent. Et l'un prend l'autre. Pourvu que les heures de cours coïncident et ils s'arrangent, à la fin, ils se reprennent encore pour faire encore chemin. Imaginez celui qui n'a pas un établissement privé. Encore que l'établissement privé, on sait combien qui paye normalement. Quelqu'un qui n'a pas des coûts de maison et qui est seulement dans l'établissement public. Et encore que l'année dernière, il y en a à qui on doit encore les mois de juin et juillet au trésor. Il y en a qui n'ont pas encore été payés pour les heures exécutées dans les mois de juin et juillet. Jusque-là? Jusque-là, il y en a plein qui n'ont pas encore perçu les primes d'heures de vacances de juin et de juillet. Pour l'année scolaire 2017. Pour l'année scolaire écoulée. Pour l'année scolaire écoulée, il y en a à qui on doit encore plein. À qui on doit encore des heures de l'année passée. Et mieux encore pour décembre, pour janvier, pour février, pour d'autres personnes à cause des problèmes de RIB. Ces personnes sont là.
Donc vous voyez que c'est un grand problème. Après qu'on ait passé des moments de vacances, on nous a annoncé avec bruit médiatique qu'il y a un meilleur traitement pour la vacation. Ça, c'est le ministre même qui l'a annoncé. Et on reprend, et c'est les mêmes choses qui recommencent. Donc, je disais, les enseignants vacataires à l'heure actuelle font acte de présence. Même si on dit qu'ils ont 2 jours de grève, ce n'est pas seulement en laissant les apprenants qu'on fait la grève. Je viens dans ma salle, je remets le corpus de cours aux apprenants, ils recopient, je reste là, je m'assois et je les regarde. Et quand on aura les résultats en fin d'année. Mais s'il vient, il va subir. La personne est affamée et vous lui demandez de donner le meilleur de lui-même. Il fera quoi? Son enfant est à la maison. Sa femme est à la maison. Son enfant est renvoyé de l'école parce qu'il n'a pas payé. L'enfant d'un enseignant est renvoyé. Pour la scolarité, non payé. Pour scolarité. L'enfant va à l'école parce qu'il n'a pas le petit déjeuner. Et il reste là, il rentre encore. Et il est à la maison. La femme est là avec des soucis. Parce que son mari, depuis plus de 3 mois, 4 mois, n'arrive plus à subvenir aux besoins financiers de la maison. Dans les belles familles, l'ancien vacataire n'est plus représenté. Il est devenu un chiffon. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui traîne une moto sur la voie, c'est un ancien vacataire. Parce qu'il n'a pas de carburant. Surtout avec cette saison pluvieuse que nous venons de traverser, où les enchaînes des motos ont déjà eu un coup. Il faut aller nouer des contrats avec nos amis Ibo qui vendent des pièces détachées. Mais imaginez combien ont déjà fait ces tracasseries. Et le pire, c'est par rapport au loyer. C'est par rapport au loyer. Et là, nous remercions certains propriétaires qui arrivent à comprendre, les anciens vacataires. Mais d'autres, non. Et les enseignants sont obligés de regarder l'heure où les propriétaires dorment avant de rentrer à la maison. Et ils sont les premiers à sortir de la maison encore. Imaginez le calvaire que vivent. Et on veut dans ces conditions qu'on donne un meilleur résultat. Encore cette année où des lettres de mission ont été confiées au directeur. Vous devez avoir quel pourcentage de réussite? Ben, là, c'est le gouvernement qui reviendra nous dire le pourcentage qu'on aura. Puisque ce sont eux qui nous soumettent à ces conditions. Ce qui est sûr, on ne fera que ce que nous pouvons. À la prise de cet arrêté, M. Samson Emenou, vous avez fait des compléments de pièces administratives. Et là encore, il y a eu des dépenses qui ont été opérées. Comment cela avait été possible au niveau des enseignants vacataires? C'est bien même avant que cet arrêté ne soit pris que des compléments. Puisque l'arrêté était en train d'être préparé et les nouveaux taux qui seraient appliqués devraient être en conformité avec les diplômes. Pour que les gens ne présentent pas des diplômes qu'ils n'avaient pas. Et ils ont dû demander que les gens prévalent, ou bien présentent du moins les relevés des notes du diplôme ayant servi au recrutement. Et vous savez, ce problème a fait bruit. Nous avions mené des démarches et nos autorités, entre-temps, nous ont fait, ils ont fait la sourde oreille, mais pas à la fin. Ils ont compris. On demande en moins de quelques jours, en moins d'une semaine, le relevé. Même s'il faut reconnaître que après une formation, l'impétrant doit être en possession de son relevé. Il y a des facultés chez nous ici qui ne délivraient pas les relevés automatiquement. Moi, je connais des amis qui ont fait la demande de leur relevé depuis 1 an et qui ne l'ont pas jusqu'à l'heure actuelle. Et quand ils vont pour le retrait, on leur dit que ce n'est pas retrouvé et ils font encore la demande. Et c'est dans cette condition qu'on a demandé aux anciens vacataires de présenter les relevés des diplômes ayant servi à leur recrutement. À quelles conditions vous avez retiré les relevés à l'université? C'est gratuit, c'est payant? C'est là que le problème se pose. Ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Et les prix varient d'une faculté à une autre, d'une école normale à une autre. Et là, c'est des dettes contractées. C'est des dettes sur des dettes que les enseignants se sont engagés pour pouvoir faire ce travail au risque d'être éjectés du système. Et cela a été fait pour ceux qui l'ont pu. Il y en a qui n'ont pas pu le faire jusque-là parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et nous avions appelé l'autorité compétente. Nous avions demandé que cette mesure soit rapportée en janvier. Le temps que le paiement commence et que les gens aient les sous pour pouvoir faire la demande et pour prendre leur relevé. On nous a dit non, qu'on doit finir avec ce système où on finit la formation et qu'on n'a pas
le relevé. Est-ce que l'État n'a pas des raisons de demander jusque-là, quand on sait qu'il y a des brebis galeuses, des gens qui n'ont pas le diplôme requis, mais qui se font établir des diplômes dans Merci les beaucoup, rues? Monsieur Avala, c'est à cette question que je m'attendais. Entre vous et moi, sur ce plateau, est-ce qu'on a besoin d'un relevé pour vérifier la véracité d'un diplôme? Mais non. Avec la simple photocopie du diplôme, on peut vérifier l'authenticité. Il faut aller vite, d'où cette... Ceux qui sont admis aux différents concours et on fait la vérification des diplômes, est-ce qu'on leur a demandé les relevés? Notre pays se perd là. Nos autorités n'ont plus un repère. Et on tourne en bourrique comme la chaise d'un coiffeur. C'est la manière de vérifier les pièces. Est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce qu'on a besoin d'un relevé pour vérifier l'authenticité d'un diplôme? Non. Même le petit enfant vous dira non. Nous sommes à l'aide du numérique. Les archives dans nos écoles normales, les archives au niveau des scolarités de nos facultés, servent à quoi? On n'a pas besoin des relevés. C'est ça qui montre que ce n'est pas l'objectif poursuivi. On s'était dit, il faut qu'on se soulève. Mais vous connaissez le gouvernement avec lequel nous sommes. Si on se soulevait, on dirait, attention, que le syndicat est en train de couvrir ceux qui ont de faux diplômes. C'est cet argument qu'ils auraient brandi. Et nous les avons appelés, nous leur avons fait des propositions. Maintenant, voilà que l'arrêté ne veut plus être appliqué. C'est ça qui a fait qu'ils ne disent plus rien par rapport au relevé. Donc, c'était un faux problème. C'était un faux problème. Est-ce que c'est vérifier les informations selon lesquelles certains seraient allés faire une réinscription avant d'obtenir ce relevé dont vous parlez? Bon, là, nous n'avions pas l'information concernant la réinscription, mais seulement que les tracasseries... ont fini avec l'université et maintenant qu'il faut obtenir ce papier de relevé, il faut s'inscrire à nouveau. Ce qui est sûr, nous savions que les gens, avant d'entrer en possession des relevés, c'est des frais qui sont payés par rapport au retrait. Et ça n'a pas été chose facile. Des gens ont fait plus de 2 semaines. Déjà à 3h, 4h, ils sont déjà dans leur institut de formation. Ils redeviennent étudiants. Voilà les conditions dans lesquelles on veut que l'enseignant vacataire donne le meilleur de lui-même. Alphonse Moïse Soudé, pour vérifier l'authenticité de leur diplôme, il leur a demandé des relevés de notes du dernier diplôme qu'ils ont obtenu. C'est dans ces conditions, les enseignants vacataires, pour la plupart, n'ont pas répondu, n'ont peut-être pas répondu, ne sont pas aussi, n'ont pas les conditions nécessaires pour avoir ces relevés. Non, vous savez, si vous avez fait l'université, vous devez comprendre que pour avoir les relevés, c'est la chose la plus difficile. Et si on a demandé à avoir les relevés avant d'authentifier les diplômes, certainement c'est pour vérifier si tous ceux qui sont en situation de classe ont suivi normalement la formation requise pour se retrouver à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Mais la difficulté se trouve ailleurs. Ça veut dire quoi? Qu'on a envie de dégraisser. Il y a des gens qui, incidemment, se sont retrouvés. Avec une maîtrise alors qu'ils sont à la licence ou bien... Mais oui, je vous ai dit la dernière fois, quand nous étions à la correction du bac, on a pris des gens la main dans le sac. Parce que quand vous allez déposer vos dossiers en ligne et que eux, ils arrivent à mettre la main sur le diplôme scanné, ils peuvent changer les identités et mettre leur nom imprimé. Vous ne saurez pas. Donc, de la même manière, on peut le faire pour un relevé de notes. Oui, mais le relevé, si vous le prenez, on va vérifier. Il y a des informations sur le relevé qui se retrouvent là-bas. On peut facilement, parce que vous avez votre numéro d'immatriculation qui doit être conforme à celui qui se trouve sur le diplôme. Mais en réalité, c'est pour voir quelle formation vous avez suivie. Est-ce que, en tant que vous avez fait la sociologie et vous venez enseigner anglais? Est-ce que vous n'avez pas fait la sociologie? C'est aujourd'hui, hein? Mais oui, oui. Donc, on est en train de nettoyer l'écurie. Et je suis d'accord qu'on nettoie l'écurie. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, géographie parce que au niveau de géographie, il y a plus de possibilités. Vous venez enseigner français. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Donc, je suis d'accord qu'on puisse faire le ménage à ce niveau-là. Oui, mais est-ce que le ménage permet de purifier le corps enseignant à ce point? Vous savez, il y a un travail qui a commencé depuis la correction du BPC et je tiens à dire
merci au DEC, qui est le président de l'Association des professeurs de français, qui dit, pour corriger le français, que ce soit au BPC ou au bac, vous devez avoir fait ou le département de linguistique ou le département de l'aide moderne. Et j'ai dit, le centre dans lequel j'ai corrigé, le BPC, on a sorti des gens. Quelqu'un qui fait sociologie, qui vient corriger allègrement le français. Donc, il est temps pour nous, parce qu'il faut vérifier aussi que celui qui veut former nos enfants, a-t-il été bien formé? Est-ce qu'il a été bien formé? Maintenant, les conditions que l'on fait aux vacataires ne me plaisent pas. Ne me plaisent pas. Un enseignant qui n'est pas libre dans sa tête. Ceux qui enseignent savent de quoi je parle. Un enseignant qui n'est pas libre dans sa tête. Un enseignant qui pense à beaucoup de choses à la fois en situation de classe. Mais parfois, vous surprenez l'enseignant assis en train de rêver. C'est-à-dire qu'il est là physiquement, mais il est absent d'esprit. Vous surprenez l'enseignant en train de rêver. Peut-être parfois même le directeur entre dans la classe, il ne se rend pas compte qu'il y a un corps étranger dans sa classe. Parce que là où il est, écoutez, il n'est pas là. Mais si vous voulez lutter contre le désert de compétences, nous voulons désormais des cadres béninois bien formés, c'est de s'occuper des enseignants. Parce que quand vous ne vous occupez pas des enseignants, j'ai dit ici la dernière fois, que si un enseignant a envie de faire grève, ce n'est pas d'aller rester à la maison. Les enseignants, ils ont leur stratégie pour faire la grève. Il vient en classe tout à l'heure, notre invité l'a dit, on remet les fiches aux apprenants, vous recopiez, l'enseignant, étant donné qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, il ne peut pas vous expliquer ce que vous avez copié. Est-ce que c'est ce type de Béninois que nous voulons former? Moi, je voudrais qu'on prenne au sérieux, parce qu'il y a 4 piliers sur lesquels se repose une république. Il y a 4 piliers. Le système éducatif, la santé, l'agriculture et la justice. Si dans votre pays, vous ne pouvez pas vous occuper de ces 4 piliers-là, parce qu'au niveau de l'agriculture, vous allez produire. Vous allez produire. Au niveau de la santé, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous avez beau être le plus intelligent, l'homme qui a 4-5 doctorats, vous ne pouvez pas travailler. Si le système éducatif n'est pas bien fait, vous n'allez pas former de bons enseignants. Si le système judiciaire est tordu ou on ne respecte aucune loi, votre pays n'avancera pas. Donc, je demande au gouvernement de désormais prendre en compte notamment le pilier de l'éducation, de la santé, de la justice. C'est important. Si le Bénin veut un jour sortir de l'ornière du sous-développement, voilà les piliers sur lesquels, voilà les leviers sur lesquels on devait s'appuyer. Mais quand vous faites de mauvaises conditions aux enseignants, si vous allez dans les classes, vous demandez aux apprenants qui a envie de devenir enseignant, vous ne verrez aucun doigt en l'air. Vous ne verrez aucun doigt en l'air. Parce qu'ils se disent, nous voyons comment les enseignants souffrent. Moi, je voudrais, c'est vrai qu'on a dit désormais il n'y a plus de grève, mais ce n'est pas une raison pour torpiller les enseignants. Travailler et ne pas prendre son salaire, c'est un problème. Parfois, vos conjoints... Les enseignants auront ça ensemble, tous les mois payés dans une même période. C'est aussi de l'économie pour l'enseignant. Ok. En ce temps, ils mangent quoi? Si vous voulez lutter contre la corruption, si vous voulez empêcher les enseignants de vendre les épreuves pour vivre, donnez-leur ce qui leur revient de droit. Parce que si à un moment donné, il a besoin d'argent et qu'il n'a pas l'argent, il va trouver une solution palliative. Il va le trouver. Et puis, après, on m'a dit, mais c'est un enseignant corrompu, c'est un enseignant qui ne vaut rien. Mais avant de punir, c'est comme je dis aux parents, si vous voulez punir votre enfant, vous dites, toi, tu ne travailles pas à l'école. C'est de vous poser la première question. Est-ce que je lui ai donné tous les moyens? Est-ce qu'il a les cahiers? Est-ce qu'il a les livres? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour travailler? Si vous ne mettez pas l'enseignant dans de très bonnes conditions, ne lui demandez pas d'être productif. Ce n'est pas possible, il ne peut pas faire de miracle. Parce que si l'enseignant n'a pas d'argent pour acheter les documents, aujourd'hui, l'enseignement est dynamique, hein? Ça évolue. Oui. Ça évolue. Le livre que vous avez utilisé en 2019, en 2020, ce n'est pas la même chose. Ça évolue et l'enseignant doit actualiser sa connaissance. Si l'enseignant n'a pas les moyens
d'actualiser sa connaissance. Vous voulez qu'il soit quoi? Il sera en situation de classe, un apprenant va le défier. Parce qu'il sort une information, l'apprenant sort le contraire parce que l'apprenant a la chance d'avoir le document et dit, monsieur, ce que vous dites là est dépassé. Voilà les nouvelles réalités. Donc je voudrais que notre État se penche sur la situation des enseignants. Ce n'est pas bon. Sans enseignants, Joël l'a rappelé, il n'y aurait pas eu de ministre. Tout le monde, tous les cadres sont passés entre les mains des enseignants. Donc, raison de plus pour le faire de très bonnes conditions. Dans certains pays, vous savez, entre-temps, la Côte d'Ivoire venait prendre des enseignants. Aujourd'hui, les Béninois vont enseigner au Gabon. On ne s'est jamais demandé, mais pourquoi les gens préfèrent aller enseigner là-bas? C'est mieux payé là-bas. Quand Houphouët était président, il a mis les enseignants dans de très bonnes conditions parce qu'il sait ce qu'un enseignant peut faire. Un enseignant, s'il est à l'aise, il va faire des merveilles. Mais s'il n'est pas à l'aise, parce que vous êtes enseignant, vous n'avez pas de salaire. Avant de quitter la maison, madame a déjà fait du bruit, parce que madame, elle veut pas ça, elle veut faire à manger. Donc, vous n'avez pas pu déposer l'argent de popote. Elle vous a déjà chauffé les nerfs. Et parfois, qui est malade. L'enfant qui est malade, si vous êtes enseignant, vous n'avez pas d'argent et que votre enfant est malade, vous ne pouvez jamais être au tableau et être à l'aise. Dans tous les cas, moi, je voudrais, avant de finir, parler à deux personnes. Très rapidement. La première personne, c'est le ministre Kapo Maouyon. La deuxième personne, c'est le ministre des Finances, Romuald Wadaï. Que ces deux personnes s'entendent pour vite payer les enseignants vacataires. Ils seraient seuls responsables des déconvenus de la situation morale, sociale de nos apprenants. Merci à vous, Samson Emeno. Message entendu. Merci également à Alphonse Moïse Soudé. Merci à Joël Togbé. Merci à Edgar Nyakadia qui a assuré la mise en onde de cette émission. Et vous retrouvez d'autres débatteurs demain pour un nouveau numéro de cette émission intégrale. Bonsoir.